je suis pas sollicitée uniquement pour mon expertise, disons, voilà, juridique, mais pour toucher aux produits, pour toucher au marketing un peu, pour toucher à la réalité technique de la plateforme derrière. Donc, c'est des sujets où on se découvre aussi. Les Illuminés du droit, un nouveau numéro pour vous accueillir, parler de droit par des gens qui ont rejoint cette profession du droit et qui ne connaissaient pas le secteur économique du droit avant d'y arriver, ou des gens qui, depuis tout petit, rêvent de faire du droit. Alors, je ne sais pas, Leïla, c'est ça, si vous rêviez d'être avocate, mais en tout cas, merci d'être avec nous. On va parler avocature et tech. Oui. Alors, honnêtement, j'étais toute perdue entre la médecine et le droit. Ah oui, deux choses différentes. Après, on opère les gens, mais... Deux choses très différentes. Faut avoir un peu cette question un peu culturelle derrière qu'au Liban, on a trois choix. On est ingénieur, on est docteur, on est avocat. Même quand on est une femme. Même quand on est une femme. Et donc, j'étais un peu, je pense, limitée dans les horizons que je me donnais donc, à ce moment-là. Et mon père est avocat, donc ça aussi, ça a sûrement joué. J'aimais bien sa lifestyle, voilà, la facilité de faire un peu ce qu'on veut, quand on veut, de trouver des solutions à des clients qui viennent avec leurs problèmes. Donc voilà, j'ai un peu sauté comme ça dans le droit. Et finalement, les cours étaient super intéressants. Je ne dis pas que je me suis retrouvée dans tout, mais voilà, depuis, je suis restée dans le secteur. Ouais, vous avez l'air heureuse, épanouie. Alors, oui. Vous êtes, on a parlé du Liban, avocate libanaise. Oui. Donc, vous poursuivez vos études parce que vous êtes une tech lawyer. Donc, c'est pour ça que vous êtes là dans les locaux de l'AMI Liaison et avec Open Law. On adore ces profils qui sont un petit peu hybrides et qui sont tech et droit. Oui. Et vous suivez les enseignements du DU Transformation digitale du droit et Legal Tech. Et vous êtes la présidente de Assas Future of Law, qui est l'association des anciens et des actuels étudiants de ce DU. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé jusque-là? On dit quand même un petit coup de Saint-Joseph parce que c'est une université incroyable. Oui. Alors, je suis très contente d'avoir suivi tout mon parcours, en fait, ma licence et un Master 1 à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Ce qui était très intéressant, c'est aussi cette approche de droit comparé dans tous les cours qu'on avait, donc entre le droit libanais et le droit français. Pour moi, c'était un peu une continuité de venir en France pour un Master 2, justement parce que j'avais déjà ce parcours de droit français, mais aussi parce que là, à ce moment-là, je commençais donc après un Master 1 en droit des affaires internationales et droit du commerce international, c'était pas mon truc. Pourquoi, en fait pas voyager, pas commerce, pas tout ça. Après, un autre truc qu'il faut savoir, c'est que nous, dans Saint-Joseph, il y a beaucoup d'étudiants qui deviennent avocats, etc., mais qui se spécialisent vraiment dans l'arbitrage et dans le droit international privé aussi, ou public d'ailleurs. Mais tout le monde en fait, a cet objectif-là derrière, et on est très bien formés pour ça. Sauf que là où il fallait faire le choix pour les Master 2, je le voulais pas. Je me voyais pas faire ça. Et en parallèle, donc il y avait un gros début du secteur des startups, de la tech, etc. à Beyrouth, au Liban, mais parce que voilà, c'est un peu un hub, la capitale, qui commençait à naître. J'avais beaucoup d'amis qui commençaient à monter leurs propres projets sur des questions qui touchent tout de suite aux données ou à tout sort de la réalité du droit du numérique aujourd'hui. Et donc, je me voyais plus les conseiller à eux et faire ça que donc de l'arbitrage. Arbitragiste classique. Et on m'a même dit « Ah, mais non, mais c'est une grosse faute ça, pourquoi vous faites ça? Vous avez quand même un bon parcours, de bonnes notes, etc. Les 3 langues, comme on est arabe, français,
Oui, arabe classique, c'est-à-dire que vous l'écrivez en plus. Ce qui oui, oui, et en vocabulaire juridique aussi, qui est, oui, c'est ça, très lourd. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui parlent arabe, mais pas Oui, beaucoup qui l'écrivent. Donc, exactement, souvent, non. ceux d'origine tunisienne ou libanaise. Oui. Après, c'est notre dialecte libanais qu'on parle, mais effectivement, quand on l'étudie, c'est l'arabe littéraire et encore le vocabulaire juridique derrière. Donc bon, je commence dans mes recherches de Master 2, je me dis, c'est le droit du numérique que je voulais faire. Et c'est comme ça que j'arrive à Paris en 2020. Donc, année Covid, c'est ce que... Ah ouais, ça. Donc, vous arrivez quand même à Paris ou on vous J'arrive garde... quand même à Paris et c'est un mois plus tard qu'on commence le confinement, etc. Ah oui, bien vu. Les autorisations qu'on devait nous faire pour sortir, les cours, tout est basculé en ligne. En fait, j'ai fait la pré-rentrée, donc au tout début, septembre, et la soutenance de mon mémoire en juin-juillet, à la fac. Et entre-temps, vous n'avez même pas vu j'ai pas mis les pieds à Assas. J'ai rencontré les camarades, donc eux aussi, qui d'un coup sont rentrés soit chez leurs parents, soit à leur pays d'origine. Donc c'était pas non plus l'expérience d'un Master 2 qu'on nous dit toujours c'est la meilleure année à l'étranger, etc. Mais j'ai quand même pu, c'était un peu frustrant, mais j'ai quand même pu, donc avec les cours, arriver à rédiger le mémoire et faire 2 stages en parallèle. Donc si on veut dire un peu professionnellement, c'était bien. Personnellement et dans la vie de tous les jours, c'était un peu frustrant, oui. Un peu moins sympa. Comme ça, vous avez travaillé beaucoup plus. J'ai travaillé beaucoup plus, voilà. Ça c'est sûr. Dans vos expériences donc, de cabinets très différents, vous avez le choix de travailler un stage dans une grande maison de Chicago, les amis de Baker McKenzie, et puis un plus petit cabinet spécialisé en droit du sport et tout. Si vous comparez les deux expériences, avantages, inconvénients? Je dirais que ça vient un peu naturellement, mais comme donc, dans les cabinets plus grands comme Baker, il y avait une diversité de sujets qui était sympa de voir, en fait, parce qu'on touchait en une journée plusieurs dossiers, plusieurs sujets, alors que dans les cabinets plus petits, donc de plus petites structures, on voyait peut-être un peu moins ça, mais l'avantage ici, c'était qu'on travaillait vraiment la question du début jusqu'à la fin. On voyait un peu là où nos recherches ou là où nos analyses vont servir, alors que pour les gros cabinets, c'était vraiment une question toute précise qu'on donne aux stagiaires ou qu'on donne aux débutants. Et on ne voit pas vraiment l'ensemble des problèmes voilà. Et les clients en plus. Exactement, ça. Si, il y en avait quand même des associés qui étaient sympas, qui me permettaient d'assister aux appels, mais c'est sûr que c'est pas du tout la même approche. Et moi, dans mes stages, j'ai justement voulu voir ça, cette diversité dans l'aspect très pratique. Et on m'a un peu reproché ça dans vos CV, entretiens de recherche d'emploi, etc. Avoir fait que du gros cabinet, en fait. De ne pas être resté en fait dans la structure là où j'ai été stagiaire, alors que pour moi, justement les stages, que ce soit chez Baker, chez Varé Prekili ou encore à la BNP, donc dans une entreprise, donc pas de cabinet, chez Ledger, c'est une licorne française de crypto, donc pour moi c'était principalement ça le but d'un stage. Et bon, on sait tous que finalement la réalité très pratique n'a rien à voir avec les études théoriques qu'on fait à l'université. Donc, on arrive dans un stage... Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les RH de cabinet, en fait, cherchent des produits qui ont fait que du cabinet, finalement. Je pense que j'ai été plutôt confrontée à cette réalité, oui. Peut-être que ce n'est pas tous les cabinets, mais en tout cas, oui. Ah oui, même dans l'API, où on pensait que c'était dans la propriété intellectuelle, ou dans la tech, on pensait être un petit peu ouvert, en fait. Ça dépend, justement. Il y a des cabinets qui ont apprécié ça, cette diversité, mais il y en a d'autres, ou même des boîtes, pas seulement des cabinets, qui, pour eux, c'est un peu trop de stages, trop de diversité, pour qu'ils me prennent finalement dans leur équipe ou dans leur... Alors là, vous allez sur un cran plus loin dans la difficulté, en prenant le DU transformation digitale du droit et légal. J'ajoute à la Alors après, il est 50-50 entre formation initiale et formation continue, donc c'est pas forcément péché mortel. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé là? Alors, donc à côté de toutes ces expériences-là, dans les stages à Paris ou même au Liban, j'ai cette appétence entrepreneuriale. Donc finalement, j'ai toujours eu ce côté-là où j'ai envie de monter un projet, où j'ai envie de ne pas être seulement derrière des cas, des dossiers un peu très juridiques. Et je me suis dit, j'ai longtemps réfléchi en fait, et je ne retrouvais pas vraiment ce juste milieu entre ces deux.
Et quand j'ai été au salon de transformation du droit, rendez-vous transformation du droit, je me suis dit, mais en fait, donc, pourquoi je pense Open Law est partenaire avec le village exactement. de la justice. Je me suis dit, mais voilà, la réponse, c'est le secteur de la legal tech, en fait, qui va allier ces deux aspects-là. Et donc, j'arrive à ce diplôme. Bon, ça fait depuis janvier qu'on a débuté les cours. J'ai peut-être pas encore ma propre idée de projet. J'espère que ça va venir dans pas longtemps. Mais en tout cas, on a les éléments pour et on a ces formations-là qui effectivement, nous permettent de dire qu'on ne fait pas que du droit et qu'on s'intéresse à d'autres sujets. Alors, économie du droit, du digital bien sûr, de l'intelligence artificielle, Exactement. de la gestion de projet et des une association. Et finalement, l'association, donc Assas Future of Law, aussi tout récent, que je préside il n'y a pas très longtemps, mais très très intéressant en fait de voir les anciens du diplôme, ils sont arrivés où, d'avoir un peu Oui, parce qu'il y en a réseau. qui, en fait, ont créé leur start-up du droit Exactement, dans exactement. le DU et qui en vivent maintenant, C'est sûr. mais indemnitépubliques.com, EasyPaper, enfin tout ça, il y a pas mal de gens qui sont sortis. C'est ça, et c'est intéressant de voir en fait, déjà le diplôme, ça les a, en quoi ça les a aidés, et le projet lui-même, cette réalité en fait de passer d'être, je sais pas, peut-être pas forcément tout le monde, mais de passer d'avocat ou à finalement à monter une boîte, on se retrouve d'une manière différente. Moi, ça fait pas un mois que j'ai débuté chez Dastra, donc une legal tech de conformité, de mise en conformité, de protection des données. Donc, ça rejoint ma spécialisation qui est le droit du numérique. Et je suis quelque part, je suis pas sollicitée uniquement pour mon expertise, disons, voilà, juridique, mais pour toucher aux produits, pour toucher au marketing un peu, pour toucher à la réalité technique de la plateforme derrière. Donc, c'est des sujets où on se découvre aussi, parce que finalement, on a toujours eu une réalité un peu juridique, les mêmes tâches, les mêmes... voilà. Et c'est super intéressant donc de se retrouver dans ça et de voir les anciens et pareil, mes camarades actuels du diplôme, ce qu'ils veulent en faire et la vision qu'ils ont derrière. Donc, Oui, en termes de recrutement, en fait, il y a des gens en entreprise donc, qui viennent se reconvertir, qui viennent évoluer, qui sont curieux. Comment ça se passe ? Il y a des personnes qui veulent se reconvertir, d'autres qui sont au tout début de leurs études, qui sont intéressées donc, dans ce secteur-là, qui est quand même... on entend parler toujours. Ça bouge un peu. Ça bouge. Donc, c'est un mix des deux, avec des profils qui ne sont pas uniquement de juristes. Donc, ça peut être des ingénieurs, ça peut être... voilà, donc c'est cette diversité aussi qui est super intéressante. Et c'est aussi la diversité des intervenants qui est très spéciale dans CDU. Parce qu'on touche un peu à tout, mais d'un aspect très très concret. On n'est pas derrière un cours magistral, derrière un écran, une présentation voilà, où on est des milliers dans l'amphi. On est vraiment concret, on répond, où il y a cette interaction très vive en fait dans les cours. Bon, et alors après, vous voyez comment la suite. Donc, il y a une étape qui s'appelle le technodroit, je crois, où là, vous allez présenter avec tous les projets, en fait, comme les prix de l'innovation du Conseil national des barreaux, comme le Lab EFB, en fait, tout cet écosystème qui s'est créé pour stimuler l'innovation des jeunes entrepreneurs de moins de 2 ans. Et il y a une sorte de grande finale, finalement, en termes de date, qui est celle du mois de novembre et qui voit tous les projets s'affronter. Oui. Alors, comme j'ai dit, j'ai toujours pas trouvé ce projet, cette idée qui va me motiver finalement pour poursuivre tout ça. Après, vous serez plusieurs, donc il y a aussi des camarades qui vont peut-être avoir une idée et vous embarquer aussi. Oui. Donc j'attends de voir en fait comment les choses vont évoluer. On verra d'ici le technodroit. J'espère qu'on aura monté quelque chose de très pertinent. Oui, et après, ça a permis à EasyPaper de trouver ses futurs investisseurs, puisque c'est au moment des rendez-vous des transformations du droit. Donc, vous avez tous les investisseurs sous la main. Donc, alors après, vous retournez au Liban, ouvrir le DU Transformation Digitale des Legal Tech là-bas, ou vous restez avec ambassadrice du DU au Liban. Non, c'est sûr que je vais...
En fait, la réalité un peu de la pratique des cabinets ou du monde du droit est un peu différente de la réalité française. Il y a plein de sujets culturels, politiques qui rentrent en jeu. On n'est pas au même niveau de digitalisation. C'est pas par manque de, comment dire, c'est pas par manque de compétences ou quoi, mais c'est vraiment la réalité administrative derrière aussi. Et donc ça fait qu'on peut pas carrément... En France, les juridictions là commencent à accélérer, ça va aller très très vite. Donc c'est pas vraiment une question de transposer ça. J'ai vu qu'au Maroc, les daïrs commençaient à être publiés maintenant de manière régulière. Exactement. Il y a certainement... mais oui, donc le but c'est pas vraiment de transposer ce qu'on fait ici et là-bas, mais mieux comprendre en fait déjà les sujets et la transformation numérique elle-même du droit, pour voir éventuellement, bien sûr, au Liban, ce qu'on peut en faire. Donc, Quel est le regard d'une jeune femme, on va finir avec ça, le temps passe trop vite, mais sur un petit peu l'enseignement, cette modernité et les gens un petit peu plus de ma génération qui seraient peut-être plus ou moins habiles ou prêts à faire la transformation digitale? Vous voulez dire qu'on est plus... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une question de génération? Est-ce qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus capables de pouvoir jouer avec vous et évoluer? Est-ce que ce que vous voyez en fait sur cette transformation digitale en faisant carrément votre métier aujourd'hui, est-ce qu'il y a une vraie différence de génération ou pas? Non, je ne trouve pas. C'est sûr que la génération, que ce soit la mienne ou... Ils ont cette facilité peut-être, ils ont grandi avec ces choses qui peut-être pour les générations, vos générations par exemple, votre père, par exemple, mon père, voilà. qui n'a pas forcément vécu ça dès sa jeunesse, dès sa naissance. C'est vrai qu'il y a cette question qu'il faut s'adapter finalement à ces sujets, à ces outils, à cette réalité. Mais c'est pas vrai de dire que quelqu'un qui est de la génération, par exemple, de mon père, ne saura pas le faire d'une manière peut-être encore meilleure qu'un jeune qui a 25 ans. Je suis pas pour bon, écoutez, en tout cas, c'est très agréable de vous recevoir. Donc, on a reçu aussi le président d'Assas Legal Innovation. Oui, il m'a dit. Et pour les gens de ma génération, c'est vrai que c'est agréable de voir que nos retraites seront très bien défendues. Leïla Seissa, merci beaucoup. Donc, bonne chance pour trouver la bonne idée pour le technodroit. On ira vous voir, c'est le 27 novembre, je crois. Exactement. Donc, à partir de 15h, à la Cité des Sciences et de l'Industrie à La Villette, pendant les rendez-vous des transformations du droit. Il y aura très certainement les amis de l'ami Karnov. Il y aura Open Law, le droit ouvert, qui est co-organisateur avec le village de la justice de cet événement. Et on sera très heureux de vous recevoir. Peut-être qu'on pourra accueillir, si l'ami Karnov et Open Law nous y autorisent, l'ensemble de nos invités pour que vous puissiez venir les rencontrer parce qu'un quart d'heure, c'est trop frustrant. À très bientôt et vivement le prochain épisode.